Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes dimanche, il est 23h. C'est la dernière émission de l'année, puisque nous allons faire relâche pendant un mois, pendant tout le mois d'août, comme les docteurs, les dentistes, les plombiers de France et de Navarre, comme tout ce qui vit et s'agite dans ce beau pays. Ce soir, pour animer l'émission, nous sommes trois. Adrien Petitjean. Bonsoir à vous. Ancien animateur, en tout cas ancien vendeur de l'encre, donc qui nous fera profiter de son expérience. Eugène Crampon. Bonsoir. Et moi-même, Jean-Louis Roumégas. Alors ce soir, un thème qui est un thème estival. En général, ça fait les marronniers de tous les hebdomadaires qu'on peut trouver en kiosque. Sur que faut-il lire ? En gros, quelle est la bibliothèque idéale du militant ? Et au-delà, quelle est l'importance en fait de la lecture pour nos milieux, partant d'un constat qui est globalement désastreux, qui est que globalement, on ne lit plus. En tout cas, les jeunes générations ne lisent plus. Alors, ce constat, c'est pas celui d'un vieux con, c'est celui de quelqu'un qui côtoie un petit peu de jeunesse, même si c'est pas exactement celle qu'on voudrait voir dans nos rues. Globalement, il y a un vrai désintérêt par rapport à la lecture au profit d'autres médias qui sont Internet, qui sont la télévision, qui sont éventuellement aussi, dans une moindre mesure, le cinéma. Et de fait, l'écrit et tout ce qui se rapporte à l'écrit semble lointain. Et la triste réalité oblige à constater que c'est valable aussi pour nos jeunes. Qu'ils soient militants, sympathisants ou qu'ils n'expriment qu'un simple intérêt pour nos idées. Globalement, on constate qu'il y a une distance qui s'est créée avec la lecture et globalement, c'est gênant. Alors on va voir évidemment dans cette émission pourquoi est-ce qu'il faut lire, comment est-ce qu'on peut appréhender la lecture dans une optique militante. Évidemment, on interrogera aussi Adrien Petitjean pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a tiré de son expérience de vendeur dans une librairie. On pourra aussi éventuellement aborder un petit peu quel est le bilan, quel est l'état en fait des librairies en France et en particulier en région parisienne, des librairies qu'elles soient militantes, affichées ou ne serait-ce que sympathisantes. Comment est-ce qu'elles s'en sortent, qui les fréquente. Tout ça pour arriver à un constat, évidemment une dynamique pour pousser vous tous, auditeurs, à profiter de ces 3-4 semaines qui viennent, qui normalement sont des semaines de relâche, puisque plus rien ne se fait en France à ce moment-là, pour profiter donc du temps libre et ouvrir en fait ces livres qui éventuellement dorment sur vos étagères. Pourquoi faut-il lire ? Eugène ou Adrien ? Vas-y, allez-y, Adrien. Je pense que la lecture a un intérêt absolument fondamental et en premier celui d'être le moyen qui permette une structuration de l'esprit, qui permette d'acquérir un certain cadre mental, un certain cadre intellectuel qui soit le plus propice et le plus à même par la suite pour servir de guide et de repère de l'existence déjà tout simplement et dans un parcours militant a fortiori. Pour illustrer mon propos, d'ailleurs je ferai un emprunt à quelqu'un sur lequel on reviendra sans doute par la suite, qui est monsieur Dominique Vénère, dans un ouvrage que je conseille et recommande déjà chaudement aux militants jeunes et moins jeunes, à savoir Le Cœur rebelle, qui est un extraordinaire témoignage de vie et témoignage militant. Et dans cet ouvrage, il y a une très belle phrase où Dominique Vénère dit la chose suivante. Du prince Éric à l'épopée spartiate, certaines lectures d'enfance avaient contribué à me charpenter une structure intérieure indestructible. C'est elle qui me faisait jeter un œil critique sur le monde déchu dans lequel j'avais été parachuté par les hasards de ma naissance, et diable que mon regard était critique. En fait, de cette phrase, quasiment tout est dit. C'est-à-dire que ce soir, on va parler de lecture militante, de bibliothèque du militant, de peut-être d'auteurs ou d'ouvrages particulièrement importants dans nos vies à chacun d'entre nous, ou que nous pouvons conseiller aux plus jeunes. Mais il faut bien voir une chose, c'est que la structuration mentale de l'esprit, elle vient dès le plus jeune âge. D'où l'importance de lire également pour des enfants, pour des jeunes adolescents, et de faire attention au choix de leur lecture. Parce que
de ces choix de lecture et de les référents qu'ils vont découvrir, auxquels ils vont s'identifier au fur et à mesure, autant leur donner des exemples de vie et non pas des contre-exemples, ce que malheureusement une partie de la littérature de jeunesse actuelle a tendance à faire. Mais ceci est un autre sujet et un autre débat. Alors justement, pour structurer le mental d'un gamin, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que vous conseilleriez, vous, comme auteur? Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout de suite. Il y avait toute une génération qui était nourrie par les grandes épopées du Prince Éric, de Serge Dalens, mais je suppose qu'il y a des lectures peut-être un peu plus modernes, peut-être un peu plus adaptées dans le temps, et qui peuvent vertébrer, structurer un cerveau, faire des hommes futurs ou des femmes futures avec une posture verticale, on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Adrien? C'est intéressant ce que vous dites sur la posture verticale. Pour reprendre le début de vos propos, je pense que ce qu'on appelle les romans scouts, même si effectivement ils peuvent avoir parfois un côté un peu passiste, un peu dépassé, désuet aux yeux de certains, reste quand même parmi vraiment les grands romans structurants, que ça soit les ouvrages de Serge Dalens ou de Jean-Louis Foncine, du Prince et la série des Princes Éric, pour ne citer que les plus connus, un ouvrage exceptionnel de Jean-Louis Foncine qui s'appelle La Bande des Aïacs, qui touche également au monde du scoutisme, mais sous un prisme un peu plus drôle, un peu plus garde-des-boutons, un peu plus bande de gamins qui font des bêtises, mais en même temps il y a toujours la camaraderie, l'exemple du chef, le service rendu à l'autre. Donc ça reste une piste intéressante de lecture. À côté de ça, il y a les grands auteurs classiques de romans c'est déjà préadolescent ou adolescent, donc Jack London, Hector Malot, des auteurs qu'on pourra peut-être aborder également dans le domaine adulte, comme Pierre Macorlan, qui ont écrit des choses absolument remarquables, Jules Verne, des grands récits d'aventure, des grandes histoires qui font rêver, qui peuvent même enflammer, on va dire ça comme ça. Voilà, tout à fait. Le classique des classiques, tout simplement, l'Iliade et l'Odyssée, la référence à notre passé le plus ancien, l'exemple de la Grèce antique. On va dire que l'Iliade et l'Odyssée, c'est quand même la Bible de l'Européen authentique. Dans le dernier Nouvelle École, d'ailleurs, Marcel Conche, donc le philosophe, qui est interrogé par un des membres de l'équipe de Nouvelle École, donc une des revues de la Nouvelle Droite. Donc Marcel Conche propose en fait finalement de remplacer en quelque sorte le catéchisme catholique par en fait un enseignement sur l'Iliade et l'Odyssée. C'est-à-dire qu'il imagine une étude sur un an, par exemple de 7 à 8 sur l'Iliade et ensuite de 8 à 9 sur l'Odyssée, où ça permet en fait justement en effet de mettre en exergue un certain nombre d'exemples, de valeurs autour d'une thématique, l'honneur, le service, en fait, et qui se permettent de structurer donc une année d'études autour de ça. Et c'est vrai que je crois que c'est très important ce que vous dites, surtout quand on a des enfants. Il y a d'abord des lectures qui sont pas faites pour tous les âges, mais selon les âges, par petites touches, je crois qu'il faut apporter ces livres qui peuvent structurer, vertébrer, donner des valeurs, faire rêver les enfants, leur donner un paradigme, une façon de penser, une façon de voir le monde. Et je pense que ça se fait dès le plus jeune âge. Mais évidemment, on ne fait pas lire des choses très difficiles à des enfants ou à des préadolescents, mais des lectures qui sont adaptées à leur âge. Et là, les parents ont un rôle prééminent à mes yeux. C'est eux qui doivent imposer les lectures. Ils ne doivent pas leur susciter, ils doivent imposer un certain nombre de lectures. C'est ma vision des choses. Après, quand on est militant, on passe à la phase supérieure. Mais quand on est enfant, c'est les parents qui doivent structurer et donner un petit peu les grands cadres aux enfants, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez ? De mon expérience personnelle, c'est vrai que mes parents ne m'ont rien imposé. Par contre, de moi-même, c'est vrai que j'ai découvert des choses qui à l'époque se faisaient et qui étaient très bien. C'est par exemple la série du Lancelot, de Lieutenant X alias Volkov. Voilà. Donc qui reste une série fondamentale dans la bibliothèque verte. Je pense également aux 7 compagnons. C'est vrai que de fait, j'ai un regard plus lointain sur la littérature de jeunesse actuelle. J'ai pas l'impression qu'il reste en fait ce genre de collection.
qui mettait en valeur en fait des valeurs qui étaient extrêmement positives. Même si par exemple les 7 compagnons, bon, on peut y retrouver quelque chose d'un petit peu plus gnangnan, mais oui, mais globalement ça reste en fait des choses qui étaient publiées à l'époque et qui étaient très bien. Et ça, de moi-même, c'est vrai que je l'ai découvert. C'est vrai que c'est pas mes parents qui me l'ont imposé. Ceci étant, c'est vrai que les parents peuvent guider, hein, au contraire. Évidemment. Alors justement, on va passer à la préadolescence et puis à l'adolescence. Et l'adolescence, c'est souvent le déclic, les premiers engagements. Alors là, on est dans une phase importante d'une vie militante qui s'annonce. On en est aux prémices, au tout début. Alors, quelle est l'utilité d'abord de faire lire un jeune militant qui arrive dans notre mouvance? Que lui faire lire? Quels sont les sujets qu'il faut lui faire aborder, lui faire découvrir tout de suite? Adrien Petitjean. L'intérêt, c'est de lui apporter, comme je le disais en préambule, un cadre de réflexion et des éléments pour structurer sa pensée. On va pas seulement lui demander de militer aveuglement sans comprendre pourquoi et sans lui donner les clés qui l'amèneront progressivement à ouvrir les différentes portes de son parcours militant et donc, selon vous, Adrien Petitjean, la lecture doit être d'abord formatrice. Oui, tout à fait. La lecture est formatrice parce que elle permet de sortir d'un cadre d'activisme vain et sans but, sans fondement, sans réflexion au préalable. Elle permet d'encadrer l'action, elle permet de savoir pourquoi on agit, elle permet de comprendre pourquoi on va s'engager dans une voie militante à choisir tel ou tel idéal. Elle ouvre également des horizons, elle ouvre à la réflexion et elle pousse le jeune militant à ne pas se contenter de se positionner en étant contre des choses. Souvent, l'engagement militant est une réaction de prime abord en opposition à. On commence à militer parce qu'on n'aime pas telle ou telle chose. Et c'est une remise en cause de l'activisme là que vous faites là? Absolument pas. L'un va avec l'autre. Un militant, pour être complet, pour simplifier, il ne doit pas être un rat de bibliothèque uniquement. Il ne doit pas être non plus, on va être gentil, on va dire un cogneur un peu bourrin qui se contente d'agir aux ordres et de réagir au quart de tour. Il doit être un peu tout ça à la fois. Il doit être une arme. Son esprit doit être une arme, comme ses poings doivent en être. Ouais. Il est excessivement dommage d'ailleurs de voir que c'est quand même une vulgate qui oppose en fait ces deux aspects, hein. Réfléchir d'une part et agir de l'autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une revue qui réunit les deux qualités. Merci Jean-Louis. C'est très important ce que dit Adrien Petitjean sur l'activisme. On a tous autour de la table maintenant une trentaine, une quarantaine d'années. Quand on était étudiant, on a versé aussi dans l'activisme. Mais combien de gens a-t-on vu de nos camarades qui avaient versé en faisant des conneries, on va appeler ça comme ça, soyons un peu gaulois à l'antenne de temps en temps, et qui, parce qu'ils n'avaient aucune connaissance politique, ou tout bonnement parce qu'ils n'avaient pas de foi politique, ce qui semble grave pour un militant révolutionnaire. Un militant révolutionnaire qui n'a pas la foi n'est pas un vrai militant révolutionnaire. Or, quand on est activiste, qu'on réfléchit pas, qu'on réagit à des slogans ou qu'on verse uniquement dans la violence, un jour ou l'autre, on tombe forcément dans les griffes du système, de la police, de la justice. Et là, si on n'a pas la foi militante, si on n'a pas une idéologie chevillée au corps, le militantisme, c'est terminé. C'est terminé. Ça, c'est l'écueil. Et je crois qu'on a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup trop de camarades pour cette simple raison. C'est qu'on ne sait jamais, à un moment donné, on a mis de côté un petit peu les cours de formation politique, on a mis de côté les conseils de lecture politique pour faire que la rue. Or, la rue, à un moment donné, on atteint vite ses limites. Et à l'inverse, vous nous parliez du rat de bibliothèque. Alors, le rat de bibliothèque, c'est l'excès contraire. Ça serait la personne qui trouve que finalement, on n'a plus prise sur le réel, tout est foutu, et que donc on peut théoriser tout seul dans sa bibliothèque. Peut-être qu'on en redescendra le jour venu si les événements le permettent, mais pour l'instant, ça vaut le coup de s'engager dans rien, dans pas grand-chose. C'est dommage parce que souvent, ce sont des garçons, ce sont des filles de très grande qualité intellectuelle, mais qui font pas le lien entre la réflexion, entre la pensée et l'action. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'en fait, c'est une déconnexion du réel. On a le même phénomène maintenant depuis quelques années à travers Internet, à savoir cette espèce de militantisme totalement virtuel. Un cyber-militant, on appelle ça. Voilà, cyber-militantisme. Alors, c'est pas critique, hein, ça a son utilité, c'est un moyen de communication extraordinaire, ça peut permettre de toucher des gens qu'on n'aurait peut-être jamais touchés par ailleurs. Maintenant, faut pas uniquement tout centrer sur ça. On tombe toujours un peu de la même réflexion de base, à savoir qu'il n'y a pas uniquement l'action, il n'y a pas uniquement la lecture, il n'y a pas uniquement Internet. Être militant, c'est savoir jongler avec un peu tous ces éléments-là en fonction des circonstances, en fonction de l'action politique que l'on veut mener, de la campagne que l'on prépare, du public que l'on souhaite toucher. Il faut qu'un militant soit complet. Faut pas qu'il s'enferme effectivement dans un espèce de renoncement quasi monastique au milieu de ses livres, en relisant des grands auteurs et en imaginant un monde rêvé, parce que celui à l'extérieur, c'est vrai, est pas toujours très très agréable à voir, très beau, très plaisant. On n'a pas forcément envie d'y être. Ce travers que vous évoquez très brièvement, ça a été c'est peut-être une critique que l'on peut faire éventuellement à l'égard de certains milieux très très influencés pendant un temps par la personnalité de Julius Evola, et qui ont eu un peu tendance à se couper justement du réel, c'est-à-dire à ne prendre qu'une partie, à ne théoriser qu'une partie de l'œuvre d'Evola, et à penser qu'il fallait absolument se retirer du monde et attendre un petit peu que ce monde s'écroule de lui-même. Or, c'est pas ce qu'Evola dit. Il dit qu'effectivement, il faut savoir être hors du monde tout en étant dedans. C'est-à-dire, être hors du monde, c'est être suffisamment structuré, justement, intellectuellement, mentalement, spirituellement, pour pouvoir affronter les affres du monde moderne, pour pouvoir même éventuellement utiliser ses armes, utiliser les moyens techniques qui sont en notre possession pour le combattre. Et attendre, espérer son écroulement, ça ne veut pas dire non plus ne pas y participer, ne pas essayer d'y contribuer, et ne pas non plus refuser de se préparer à ce qui sera après. L'important est la résurrection. Voilà, l'important c'est toujours... nous, on se situe quand même dans une optique et dans une vision du monde cyclique. Du moins, je pense que on se retrouvera relativement d'accord sur ce point. Et tous ceux qui ont lu Révolte contre le monde moderne. Voilà, de tout cycle, il y a un début, on va schématiser à l'extrême, un début un peu idyllique, une période où les choses vont encore pas trop mal, une période où tout commence gentiment à montrer des signes de faiblesse, et puis l'écroulement. Et après l'écroulement, le cycle recommence, un nouveau monde renaît. Ben voilà, ce que nous apprend Evola, c'est à être ceux qui sont à la fois peut-être les dernières personnes lucides de ce monde en train de mourir, et qui seront les constructeurs de celui à venir demain. Il faut l'aider à tomber. Alors, si on regarde un petit peu donc la lecture dans une optique militante, il est clair que on peut quand même dégager des niveaux de lecture. Globalement, tout n'est pas sur le même plan. Certaines sont plus importantes que d'autres. Comment est-ce qu'on peut hiérarchiser en fait ces lectures et en fait ce parcours finalement face à l'écrit? Il y a plusieurs points par rapport à ça. En fait, on peut en quelque sorte faire un petit peu un parallèle entre les lectures militantes et les lectures dites scolaires. Souvent, des ados ou des jeunes ados voient leur conseil de livre scolaire arriver, tirent des têtes de 3 pieds de long en disant j'ai pas du tout envie de lire ça me branche pas, c'est trop dur, je comprends rien. Bon,
Alors après, ça peut aller vers un mieux. Hein. Les parents peuvent les encadrer, on peut leur expliquer tel ou tel ouvrage, et puis le déclic peut éventuellement se produire. Une lecture militante, c'est un petit peu pareil. Faut pas forcer un jeune militant, c'est pas une contrainte. C'est important, même capital, dans un parcours militant, même dans un parcours de vie, effectivement. De s'ouvrir à la lecture, de s'ouvrir à cette forme de transmission du savoir. Mais lorsqu'on fait une formation, tout bêtement, on est dans un mouvement, un groupe, un parti, on forme des jeunes adolescents ou des moins jeunes adolescents, on leur donne un conseil de lecture. Si dès le départ, le prescripteur va chercher l'ouvrage peut-être formidable, même sans doute formidable, mais dont les clés de déchiffrement seront très ésotériques et très incompréhensibles pour les jeunes militants de 15-16 ans qu'il aura en face de lui, c'est pas persuadé que le gars a envie de lire. À l'inverse, si on lui donne en exemple, pourquoi pas un roman ? Il n'y a pas de... On pourra éventuellement en parler par la suite. Un roman peut tout à fait être une lecture militante. On peut totalement dégager à travers les personnages d'un roman, à travers le type de récit proposé, des clés, des éléments de réflexion qui touchent directement à la politique, à la société, à l'économie, à la religion, etc. etc. C'est vrai que c'est un genre littéraire qui globalement a plutôt mauvaise presse en fait en milieu militant. C'est quand même un genre qui est considéré comme peut-être plus futile que les essais. En particulier donc que les essais politiques. Et c'est vrai que finalement, quand on regarde, de fait, j'ai l'impression que finalement la liste en fait des romans susceptibles de pouvoir rentrer dans un parcours de lecture sont finalement peu nombreux. Mais peut-être que je me trompe totalement. Ben moi, je serais beaucoup plus manichéen que vous pour une fois. Je serais peut-être plus stalinien, on va dire ça comme ça, ou fasciste, enfin ce que vous voulez, peu importe. Ne nous accrochons pas à des mots ou à des concepts. Moi, je crois qu'un vieux militant, entre guillemets, il a des devoirs envers un jeune. Et les devoirs, c'est de lui apporter des lectures de base. Il y a des lectures structurantes dès le départ. Il y avait une bonne école dans le temps. Il y avait un petit mouvement dans les années 50 qui s'appelait Jeunes Nations. Quand on rentrait à Jeunes Nations, c'était simple, on lui disait, voilà, quel est ton ennemi ? On va te le montrer, tu vas lire tel livre. Ce livre qui donnait à l'époque à leurs militants, c'était Les financiers qui mènent le monde d'Henri Coston. Bon, le jeune garçon lisait ça, il débriefait, comme ça se fait souvent dans un bon groupe. Hein. On fait une lecture et puis on débriefe en groupe, qu'est-ce que tu as compris, etc. Bon, tu as compris, c'est ça ton ennemi, les financiers qui mènent le monde, voilà ton ennemi. Maintenant, on va t'apporter la réponse, tu vas lire Les doctrines du nationalisme de Jacques Ploncart d'Assac. C'était la réponse qu'on leur apportait. Et ben, je crois que moi, ce genre de lecture, c'est cette façon de faire, d'ailleurs, d'approcher le jeune militant. Moi, ça me séduit assez. Je pense que quand on est jeune, on a le temps de lire des futilités. Il faut aller directement à l'essentiel. Un jeune militant révolutionnaire, il doit avoir la foi rapidement. Il doit être efficace rapidement. Il faut pas s'en aller, je pense, dans la méta branlette. Donc, oui. C'est vrai que présenté comme ça, en fait, on a autour de la table donc un stalinien et comment il s'appelle, Daniel Pénac, ses droits du lecteur. C'est vrai que je me ressens... Attention à vos comparatifs, s'il vous plaît. Non, mais ceci dit, c'est vrai que je me sens plus proche de ce que vous dites, Adrien, que des conseils d'Eugène, dans le sens où... Mais simplement, je pense que c'est des niveaux de lecture qui sont différents. Là, Eugène, je pense que vous parlez vraiment de quelqu'un qui est déjà en fait entré en militantisme, ou en tout cas qui est au seuil de la porte. Qui est au seuil de la porte, mais au seuil de la porte, par définition, quand la lumière passe au vert, on saute. Oui, tout à fait. Après, globalement, c'est vrai qu'on peut aborder aussi comme la lecture comme un crochet, et à ce moment-là, de fait, on retrouvera peut-être plus la position d'Adrien, qui est vraiment de dire voilà comment est-ce qu'on peut faire rentrer en fait des jeunes lecteurs ou des gens qu'on veut justement voir lire dans une sphère qui peut être intéressante et qui peut petit à petit les structurer pour ensuite basculer. Oui. C'est une possibilité. Non, mais globalement, est-ce que lorsqu'on regarde, si on revient sur le roman, est-ce qu'il existe, est-ce que vous auriez des titres de romans à nous citer, Adrien ? Oui, comme ça immédiatement, par exemple, on pourrait parler du Pape aux escargots d'Henri Vincenot, qu'une extraordinaire réflexion sur
l'enracinement dans une patrie charnelle, une critique absolument acerbe et remarquable des dérives de l'art moderne et de la déconstruction mentale qui va avec. On va voir un jeune et brillant artisan qui a un don absolument extraordinaire de ses mains, quitter sa Bourgogne natale et son vieux maître et conseiller, qui est un personnage un peu étrange, mi-sage, mi-sorcier, mi-médecin, on sait pas trop, une sorte de Merlin contemporain. Et ce jeune sculpteur va se retrouver plongé au cœur de la Babylone moderne qui est Paris. Dans les griffes d'un monsieur qui s'appelle Guggenheim. Tiens, c'est étonnant, c'est presque d'actualité. Il va se retrouver plongé dans le monde merveilleux des galeries d'art, des salons, des cocktails, des commandes, de l'argent facile à partir du moment où on accepte de bien rentrer dans le moule, et on va lui désapprendre progressivement tout ce qu'il avait appris étant jeune. Et il y a une scène absolument exceptionnelle de ce roman, où il est dans un cocktail, il picole un peu trop, et à la fin, il monte sur la table et, désolé de l'expression, mais il pète les plombs et il l'explique et il dit tout ce qu'il pense, justement, de cette conception de l'art qu'on lui propose, etc. Bon, voilà, ça peut être un exemple. Immédiatement, comme ça, je penserais aussi à un texte qui, pour moi, est vraiment... d'accord, c'est un roman, mais c'est peut-être un des ouvrages les plus fondateur que je connaisse, qui m'a été donné de lire, qui est un roman de Barjavel, de René Barjavel, qui s'appelle Ravage. Et en excessivement résumé, qu'est-ce que c'est Ravage? C'est l'histoire du monde tel que nous le connaissons, où tout est plus ou moins dépendant de la technique, de la mécanique, de l'électricité, du téléphone. Il va y avoir une catastrophe naturelle terrible, et de cette catastrophe naturelle va naître un enchaînement de catastrophes secondaires, tertiaires, quaternaires, etc. Et progressivement, cette société merveilleuse, ultra technique, ultra moderne dans laquelle les gens vivent va s'écrouler. Il va falloir survivre. Mais comment survivre? À quel prix? Avec quelles alliances? Est-ce qu'on peut, pour survivre, tout accepter, tout faire? Il va falloir réapprendre les gestes primordiaux. Et donc, en très résumé, le monde s'écroule, etc. Une poignée de personnes, et entre autres un jeune homme qui est également le héros du roman, vont partir à l'aventure sur des routes au milieu des flammes, des inondations et des brasiers. Et après un long périple semé d'embûches, de rencontres, de déceptions, de trahisons, ils vont parvenir à retrouver d'autres survivants, puisqu'on est quasiment dans une situation apocalyptique, d'après-cataclysme. Ils vont recréer une société de laquelle ils banniront la machine, ils banniront la technicité. Et puis, le temps va passer, de nouvelles générations vont arriver, et à la fin du roman, on va voir des jeunes issus de ces survivants qui vont vouloir recréer une machine. Le roman s'arrête un petit peu sur ça. C'est une très belle réflexion sur le monde moderne et sur ces liens qui sont des aides, qui sont des soutiens, du moins c'est ce qu'on nous apprend, ou ce qu'on tente de nous apprendre, et qui sont le plus souvent des carcans qui nous entourent et qui nous enserrent. Et si je peux me permettre, juste vraiment très rapidement, on pourra revenir dessus par la suite, mais juste un petit parallèle. Ravage n'est qu'un roman. Il y a un autre ouvrage, à mes yeux, absolument fondamental pour le coup dans un parcours militant, à la fois de par la portée extraordinaire du texte et de par l'écrivain qui l'a commis, à savoir Les Temps modernes de Bardèche. Et dans Les Temps modernes de Bardèche, en fait, ce qu'explique ce grand homme, c'est que cette société moderne nous enferme plus sûrement en nous couvrant de cadeaux, en nous couvrant de facilités, en nous couvrant de plaisirs immédiats que n'importe quel système carcéral. Voilà. D'accord. Et Fahrenheit 451,
Est-ce que globalement vous en avez tiré quelque chose, Eugène? Je l'ai pas lu. Pas lu, d'accord. Non. Moi, j'aurais voulu parler 2 secondes peut-être du Camp des Saints. Ça me semble être un roman pragmatique de Raspail. Peut-être un roman de Saint-Loup. Adrien Petitjean parlait de Ravage. Ces gens qui finalement sont obligés de fuir un monde qui s'effondre pour recréer des communautés, retrouver les instincts primaires, ceux sur lesquels notre civilisation a été fondée. Je pense à La peau de l'auroch de Saint-Loup, ou la suite un peu plus moderne, La République du Mont Blanc, me semble des valeurs sûres, des guides sûrs en termes de roman. Je suis à 200% d'accord avec vous. Avec un petit bémol peut-être pour La peau de l'auroch, on rejoint un peu le début de la discussion, à savoir est-ce qu'on doit imposer ou conseiller, et est-ce qu'on doit établir des échelles et des grilles de lecture. Je pense que La peau de l'auroch n'est pas forcément le premier roman que je donnerai à un jeune militant. Les carnets de Turner peut-être ? Non, pas du tout. Désolé au risque de vous décevoir, je suis pas un inconditionnel de cet ouvrage, je dois dire. Sauf de la première partie qui est assez bien écrite. La deuxième me semble très américaine, mais la première partie me semble assez intéressante. Mais par contre, vous parliez de La République du Mont Blanc, et effectivement, c'est à mes yeux un des ouvrages, qui doit être dans les 30, 40, 50 premiers ouvrages qu'on doit avoir dans une bibliothèque militante. Nous allons faire maintenant une petite pause musicale pour que tout le monde puisse reprendre ses esprits. Some others wound, just like any other room. Made a promise for a new life, made a victim out of your life. When your time's on the door and it drifts to the floor, and you feel you can touch, all the noise is too much, and the seas that are sown are no longer your own. Just a minor operation to force a final ultimatum. 1,000 words are spoken loud, reasons up to fool the crowd. When you walk down the street and the sound not so sweet, and you wish you could hide, maybe go for a ride to some peep show arcade where the features are paid. A nightmare situation, infiltrate imagination. Smacks of past holy wars, by the war with broken laws. The leaders of men, born out of your frustration. The leaders of men, just a strange infatuation. The leaders of men made a promise for a new life. No savior for our sakes, to crush the eternities of hate. Self-induced manipulation, to crush our hopes of our salvation. Nous reprenons notre émission sur la lecture après ce titre de Joy Division, donc Leaders of Men, qui est tiré du 6 titres An Ideal for Living. Alors, donc nous avons vu un petit peu qu'est-ce qu'on peut entendre comme parcours de lecture. Est-ce qu'il y a des lectures coup de cœur, en fait, qui peuvent déclencher des choses? Moi, je dirais oui, parce que je sais qu'en ce qui me concerne, il y a eu Guénon, il y a eu la crise du monde moderne qui a vraiment eu un impact fort, et Junger. Orage d'acier, ça reste pour moi globalement incontournable. Mais on peut en imaginer d'autres, bien évidemment. Je ne sais pas si l'ami Eugène veut d'abord répondre. Bon, j'en ai 2 en tête. Pour moi, un livre qui m'a littéralement assommé, ça a été le Tulé, le soleil retrouvé des hyperboréens de Jean Mabire.
Je m'attendais pas du tout à ça dans un ouvrage fabuleux, une quête des origines que je soupçonnais même pas, une redécouverte des origines les plus anciennes, les plus profondes. Et quand je parle d'origine, je parle pas seulement d'origine culturelle, civilisationnelle, d'origine raciale, n'ayant pas peur du mot. Un grand livre, Le Tulé de ma bière. Si vraiment des gens nous écoutent, on peut encore se le procurer, acheter. Ça, c'est vraiment le livre, à mon avis, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Et puis le deuxième, Le Grand Suicide de Robert Dain. Un roman assez largement autobiographique d'un vieux camarade aujourd'hui qui a rejoint les Oies Sauvages, ancien de la jeunesse communiste, ancien de la fédération anarchiste, ancien des brigades internationales. Et puis à 19 ans, il lit Nietzsche, et pour lui ça a été un éclair dans sa vie. Et lisant Nietzsche, il en accepte la posture et de s'engager pendant la guerre sous l'uniforme des maudits. Et après cette guerre perdue, on va dire ça comme ça, tout le Grand Suicide tourne autour de la dénonciation du monde moderne, mais à partir de la validation d'idées qui étaient avant-gardistes, on va dire ça comme ça. Donc Le Grand Suicide de Robert Dain, dont une nouvelle édition est annoncée pour le mois d'octobre. Ceux qui se rendront à la fête de Terre et Peuple l'auront tout chaud. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que globalement, il avait été édité... Oui, il a été réédité il y a quelques années par les amis de Robert Dain. Oui. Et puis, il est totalement épuisé. Il a très bien marché pour la 3e fois. Et là, il reparaît au mois d'octobre. D'accord. Et Adrien ? Eh bien, moi, j'avoue que j'étais... je partage les coups de cœur cités... très largement, entre autres Le Tulé de Mamire, qui effectivement est réellement un ouvrage fondamental. Mais en même temps, les coups de cœur, pour moi, ils ont eu plusieurs étapes. Donc je serais petit bras peut-être par rapport à vous, parce que La crise du monde moderne, comme premier ouvrage coup de cœur pour un jeune militant, c'est déjà pas mal. Ça prouve qu'il y a déjà eu un grand cheminement personnel, intellectuel, spirituel. Du moins, c'est mon point de vue. Je suis pas intimement persuadé que ça soit un des ouvrages les plus simples d'accès pour quelqu'un qui a 15-16 ans. Après, non, c'est vrai. Et c'est pas celui non plus, d'ailleurs, qui pousse le plus à l'action. Voilà. Après, on peut en discuter, Ça rejoint d'ailleurs une partie du débat, mais bon. Personnellement, moi, premier coup de cœur, comme ça, tout bêtement, un ouvrage un peu par Amélie, par le sang versé, tout bête, récit de guerre en Indochine, quelques belles figures de soldats, quelques beaux exemples, des valeurs pour lesquelles on se bat, l'esprit de camaraderie, des petites anecdotes intéressantes où on voit déjà, on peut se forger une petite idée sur l'attachement de certaines factions politiques à l'idée de nation, quand on voit par exemple les militants communistes ou cégétistes de l'époque qui vident les grenades, qui doivent partir en Indochine et qui, à l'intérieur, mettent des petits papiers en disant pour la paix avec nos camarades indochinois, etc. Bon, c'est plutôt sympathique pour les soldats pris en embuscade qui les dégoupillent. Alors, après, un autre roman... Il faut rappeler l'auteur, Adrien. Paul Bonnecarrière, pardon. Excusez-moi. Après, un roman dont on a un petit peu parlé, d'un auteur... quand même assez connu, qui s'appelle Robert Brasillac, Notre avant-guerre, qui pour moi reste aussi un texte à la fois d'une extraordinaire valeur littéraire, sans aucun doute, un témoignage merveilleux de ce qu'ont été les années d'entre-deux-guerres, les années 30, et de l'esprit qui régnait. Dans Notre avant-guerre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est à part les passages qui sont le plus souvent cités dans nos milieux et qui effectivement ont tendance à nous faire vibrer, on parle de certaines idéologies immenses et rouges, de la réunion de jeunes autour de gigantesques feux. Bon, certes, ce sont des images fortes, on est bien d'accord sur ça. Mais au-delà de ça, il y a également... On voit qu'il y a un bouillonnement intellectuel de cette période et que des gens qu'a priori tout sépare vont parfois même arriver à rester amis au-delà des clivages et des divergences politiques. Bon, il y a des exemples intéressants sur ça, et puis c'est une description de la société de l'époque, des valeurs qui étaient encore les siennes, des idéologies, des grandes idéologies qui
qui s'affrontaient déjà sur les terres d'Europe. Alors la grande lecture coup de cœur à proprement parler, au sens stricto sensu militant, c'est sans aucun doute le livre de Grelle-Mady de la duchesse de Valence. Donc ce sont des entretiens avec Léon de Grelle. Léon de Grelle, on va pas s'attarder dessus. Disons que c'est un grand leader politique des années 20-30, belge, fondateur du mouvement Rex, qui a fait sa première grande campagne de propagande politique, armé de balais parce qu'il fallait symboliser le grand ménage qu'on voulait faire par rapport à tous les politiciens pourris de l'époque. Comme quoi, il y a pas un siècle de ça, mais pas loin, on pourrait reprendre quasiment mot pour mot le même argument de campagne. Il y a des fondamentaux. Et de cet ouvrage, on voit vraiment son parcours personnel, sa démarche politique, et il l'explique également, et c'est ça qui est très 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 intéressant de cet ouvrage. Il explique comment Rex a été créé. Il explique comment il faisait de la propagande. Il explique comment il faisait du recrutement. Il explique ce qu'il demandait à ses militants. Quand des jeunes militantes belges de la haute société bruxelloise, par exemple, de l'époque, allaient le voir en lui disant qu'est-ce qu'on peut faire pour Rex. Il disait vous prenez le train, vous prenez un panier de provisions, un panier de linge, et vous allez dans les villes minières, dans les villes ouvrières, chez les familles les plus pauvres, voir comment vous pouvez les aider au quotidien, en même temps faire passer notre message idéologique. Et le précurseur des maraudes. D'une association. Du MAS, alors, non ? Oui, tout à fait, oui. Mais ça serait trop long de développer là-dessus, mais on retrouve exactement le même type de discours en Espagne avec la Phalange. On le retrouve dans certaines idéologies qu'on peut trouver à prime abord plutôt sympathiques, dirons-nous. De l'autre côté du Rhin ? Oui, ou de l'autre côté des Alpes même, par exemple. Et cet ouvrage de Grelle-Mady, c'est un grand souvenir en plus, même personnel, parce que j'avais 16 ans, c'était mes premières vacances seules, j'étais à Bruxelles, je chine, je me balade, je rentre dans une librairie, je regarde un peu les livres qu'il y a, je tombe sur de Grelle-Mady, je connaissais pas. Je m'assois à une terrasse de café, je commande un café ou une bière puisqu'on est en Belgique et je commence à lire. Et j'ai pas décollé du café avant d'avoir fini le livre. Ça a été immédiat et ça a été un vrai déclic et le début aussi d'une modification un petit peu de mon cheminement politique. C'est ça qui est très important de la lecture coup de cœur et de le fait de ne pas forcer, je pense, de ne pas imposer non plus trop vite certaines lectures, c'est qu'il y a également un cheminement militant. Et personnellement, selon l'âge qu'on a, selon un peu le parcours intellectuel qui est le sien, le milieu duquel on vient, les raisons pour lesquelles on commence à militer, il peut y avoir des lectures qui à un moment donné de votre vie vont vous faire réellement évoluer, passer à autre chose, passer à un autre degré et rentrer dans une nouvelle compréhension du combat que l'on mène et du pourquoi du combat que l'on mène. Donc Adrien a reçu la grâce de Tintin à Bruxelles. Voilà, tout à fait. Puisque rappelons aux auditeurs, sauvé par Léon. Rappelons aux auditeurs qui ignoreraient que, a priori, de Grelle a bien servi de modèle ARG pour Tintin. Attention à vos paroles parce que la fondation. Oui, c'est vrai. Oui. Ils sont très très sévères avec ça. Ouais. Par contre, la révélation que je peux vous faire, si tant est que ça vous intéresse, ayant rencontré le personnage dont vous parliez, Adrien Petitjean, dans son exil madrilène, la duchesse de Valence, c'est lui. Oui, tout à fait, mais le titre du livre, merci beaucoup à vous, Eugène. Je le savais, je ne voulais pas dévoiler ce secret. Simplement, comme le titre du livre est De Grelle-Mady par la duchesse de Valence, pour des jeunes militants, si jamais ils demandent à un libraire ou en chinant... la duchesse de Valence. Non, s'ils cherchent De Grelle-Mady par Léon de Grelle, je pense qu'ils auront du mal à le trouver. Bon, c'était une extraordinaire aventure de propagande, de Grelle-Mady, mais c'est vrai que c'était un bouquin extraordinaire. Et en antithèse de la lecture coup de cœur, est-ce qu'il y a des titres à lire chez nos adversaires, voire nos ennemis ?
de votre point de vue? Mais c'est fondamental. Lire la prose de notre mouvance, c'est super. Lire les auteurs de chez nous, c'est magnifique. Néanmoins, il faut s'inscrire dans le combat. C'est Carl Schmitt qui faisait la vieille dichotomie amis-ennemis. Nos amis, on les connaît. Les lectures amies, on les connaît. Celles de nos doctrinaires, de nos penseurs, on les connaît. Mais il faut forcément connaître par cœur son adversaire pour le combattre. Il me semble qu'actuellement, il y a quelques ouvrages qui devraient figurer dans toutes les bibliothèques, hormis la presse adverse qu'il faut lire, hormis les radios adverses qu'il faut écouter de temps en temps. Si on veut être un militant sous tension permanente, totalement mobilisé, il faut toujours avoir une oreille sur ce qui se passe en face. Moi, il y a 2-3 bouquins qui me semblent incontournables à l'heure actuelle. Le premier, c'est Le Grand Échiquier de Brzezinski. Brzezinski, c'est pas n'importe qui, c'est le théoricien de la trilatérale, de la commission trilatérale. C'est le penseur de la politique étrangère américaine. Et dans Le Grand Échiquier, eh bien, il annonce déjà, il y a une quinzaine d'années, quelle sera la grande politique, entre guillemets, non pas impériale, mais impérialiste des États-Unis. Quand on veut analyser la politique américaine dans le monde, il faut absolument avoir lu Brzezinski. De même qu'il faut enchaîner par Le choc des civilisations d'Huntington, savoir où il va en venir avec nous. Et puis, de manière un petit peu plus rapprochée, lire assez fréquemment les écrits, même si vraisemblablement il a un nègre. Je parle littérairement, c'est les livres de Monsieur Jacques Attali, notamment celui qui s'appelle Penser l'avenir, où il explique un petit peu à quelle sauce il aimerait voir notre société évoluer. Et de toute façon, pour ceux qui n'auraient pas compris, M. Attali a servi Mitterrand hier, il sert aujourd'hui M. Sarkozy, donc c'est toujours le même système qui pousse ses pions. Oui, de toute façon, il y a des lignes de force dans le système qui sont largement indépendantes, on le sait bien, du pseudo-bord pour lesquels ces gens travaillent, gauche, droite, bon, tout à fait. Et sur les fondamentaux, je dirais sur les auteurs classiques en fait de la gauche, je pense. Est-ce que ça vaut le coup finalement qu'un militant, plus ou moins jeune, selon son niveau d'accès à la lecture, se replonge dans Marx, se replonge dans ce type d'auteurs qui sont finalement des fondamentaux de l'autre bord. Oui, à condition d'en faire une relecture de Marx. Tout n'est pas stupide dans Marx. Il y a beaucoup de choses qui sont imbuvables, complètement dépassées, mais il faut dépasser Marx. Il y a un certain nombre d'auteurs qui se revendiquent de son héritage, mais qui en font une lecture plus moderne. Je pense à des gens comme Castoriadis, ou tous les gens qui sont dans la mouvance d'ultra-gauche, ou même qui flirtent avec les écrits situationnistes, qui ont dépassé Marx, qui l'ont actualisé, qui l'ont repensé, on va dire ça comme ça. Tout le courant qu'on trouve autour des journaux comme La Décroissance ont toujours des analyses qui sont assez pertinentes, car ils ont une grande qualité à mes yeux, ces gens-là. Ils sont imaginatifs et ils travaillent. Ils réfléchissent et ils travaillent. Est-ce que ce mot a une connotation ou peut avoir une résonance dans notre mouvance? Chacun peut se poser la question. Oui, je pense aussi à des auteurs comme Serge Latouche, par exemple. Excellent. Qui globalement ont longtemps été conseillés en fait par la Nouvelle Droite, par des gens proches du Grèce. Bon. Et c'est vrai que globalement, oui, c'est des analystes qui sont vraiment dynamiques et qui permettent de réfléchir à autre chose et en tout cas de voir un petit peu les choses différemment. Si on revient en fait à notre famille à nous, est-ce qu'il y a des auteurs qu'on peut considérer comme des maîtres? Ah oui, pour moi, pardon, excusez-moi. J'étais absolument fasciné par ce que vous venez de dire et la profonde connaissance que vous aviez des livres de nos adversaires, mais effectivement, je pense que... Qu'est-ce qu'il est modeste. Non, mais c'est capital. J'étais simplement... Vous avez lu de Grelle, vous, Modeste Ier, duc de Bourgogne. J'étais simplement surpris que vous, Eugène, vous n'ayez pas cité quand même le grand ouvrage de référence que tout le monde doit avoir dans sa bibliothèque, qui est la Bible, comme ouvrage de nos adversaires. Mais bon, voilà. Le truc qu'il faut retirer absolument des griffes de nos enfants. Voilà. Donc oui, il y a des auteurs considérés comme des maîtres. Maîtres. Et encore plus que le terme de maître, je parlerai d'ailleurs, pour reprendre une phrase qui est dans un ouvrage malheureusement très très difficile à trouver, mais que je recommande, qui s'appelle Rencontre avec Saint-Loup. On parle de maître de vie. Et c'est tout à fait ça. Et un monsieur qu'on connaît un petit peu, qui s'appelle Pierre Vial,
dit en parlant de Saint-Loup que c'est un éveilleur. Voilà, il y a effectivement des écrivains, des auteurs qui sont des éveilleurs ou qui peuvent l'être. Alors, il faut 4 noms comme ça, très très rapidement, pas forcément de l'ordre. Julius Evola, Maurice Bardèche. Moi, c'est peut-être plus personnel, mais je pense qu'il faut absolument, quel que soit son âge d'ailleurs et quel que soit le cheminement militant qu'on a déjà accompli, lire Bardèche. C'est réellement important. C'est notre Jean-Paul Sartre, il faut le dire. Le talent en plus, la méchanceté en moins. Lire pour moi en priorité Les Temps modernes et Spartel les sudistes, qui sont, je pense, deux des ouvrages les plus importants qu'il a écrits. Je rajouterais, si vous pouvez me permettre, Nuremberg ou La Terre promise, qui est une description totalement prophétique du monde moderne d'aujourd'hui. Oui, j'ai rien à vous permettre ou à vous interdire, mais bon. Saint-Loup, de son vrai nom Marc Augier, alors bon... Qu'est-ce qui vous a intéressé justement? Parce que Saint-Loup, c'est un personnage à multiples facettes. Chez lui, il y a les romans d'aventure, il y a toutes ces histoires sur la Deuxième Guerre mondiale, il y a la montagne, il y a le culte, il y a le cycle des patries charnelles. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans Saint-Loup? Quelle est la partie qui s'est révélée en vous? Si on vous parle de Saint-Loup, quelle est la partie de son œuvre littéraire qui vous parle? Tout. Il y a rien. C'est quelqu'un qui a vécu ce qu'il a écrit. Sa vie est de ses romans, ses expériences sont de ses romans, son parcours personnel, politique est de ses romans. Faudrait faire une émission uniquement consacrée à Saint-Loup, on peut pas en parler comme ça en 3 minutes. Mais tous ces ouvrages apportent quelque chose. Le cycle des patries charnelles, avec La nuit commence au Cap Horn, Nouveau Cathare pour Montségur, Plus de pardon pour les Bretons, où on voit que la première des patries, c'est la terre sur laquelle on grandit, c'est celle de ses ancêtres, ou au-delà des frontières imposées par l'histoire, par l'État national, par la bureaucratie, il y a une réalité et un sentiment d'appartenance physique à une nation. La montagne, parce que c'est la partie de son œuvre la plus nietzschéenne, où on va traiter du dépassement de soi, de l'effort permanent, de la conquête de l'impossible, et également de camaraderie, de solidarité, mais sans complaisance, sans facilité. Il y a évidemment la trilogie touchant à la Seconde Guerre mondiale, plus pour l'aspect à la fois historique et en même temps romancé, mais il parle également de quelque chose qu'il a connu dans cette trilogie-là, donc qui va des volontaires aux hérétiques. Une émission pour Saint-Loup, je demande une émission pour Saint-Loup d'1 heure. Et nous inviterons donc le capitaine Le Fauconnier. Ah, vous avez retrouvé sa trace? Oui. Et puis, en 4e, avec un grand hommage à Jean Mabir. Pour qui il faudrait aussi faire une émission. À Maître Jean, pour qui il faudra absolument aussi faire une émission, parce que il fait partie de ces gens qui ont été plus que des écrivains pour nous, qui ont vraiment été des guides, des exemples de vie, des exemples de courage, des exemples de lucidité politique, de lucidité doctrinale. Il faut absolument lire La torche et de l'Ève de Jean Mabir. Tout est dit de cet ouvrage. La compréhension de l'Europe, l'importance d'un socialisme européen, l'attachement, encore une fois, l'attachement aux patries charnelles, tout y est. Dans une succession d'articles absolument fondamentaux, il s'inscrit durablement dans de la mémoire de la mémoire militante. Et puis c'était réellement un grand monsieur, et c'est quelqu'un qui a fait de sa vie un combat. Qu'il a montré, qu'il a fait passer aux jeunes générations, qu'il a toujours accompagné, qu'il a toujours conseillé avec énormément de gentillesse et à la fois de gentillesse et de fermeté. Donc chapeau bas, Maître Jean, et on pense bien à toi là-haut. Bien, il nous reste très peu de temps pour finalement arriver au moment que tout le monde attend, à savoir une liste. La liste
La liste des 10 livres qu'il faut lire au mois d'août. Ah, je croyais que vous parliez de la liste de Schindler. Hein, 10 livres au mois d'août, ça fait quoi, 2,5 par semaine, c'est honnête. Allez, qui s'y colle? Moi, je peux vous donner les miens, personnellement. Ouais. Le cœur rebelle, Dominique Vénère. Un témoignage de vie extraordinaire sur la période 50-60, la décolonisation, le mouvement Jeunes Nations, les séjours en prison, une expérience militante, une expérience politique de quelqu'un qui reste sans aucun doute aussi un exemple du moins pour la famille de pensée à laquelle je me rattache. Relire les vieux numéros d'Europe Action, relire qu'est-ce que le militantisme, comme Jean Mabir, il fait partie des gens de notre famille de pensée qui ont compris avec quelques décennies d'avance ce qu'il fallait faire. Moi personnellement, j'y ajouterais le siècle de 1914. Donc tout à fait, entièrement d'accord avec vous. Parce que c'est une analyse en fait du siècle passé, du XXe siècle, et des enseignements qu'on peut en tirer qui est vraiment très enrichissant. Ensuite, puisqu'on est sur Dominique Vénère, je vais y ajouter ma pierre. Moi, j'y ajouterais un livre magnifique sur l'identité, 40 siècles d'identité européenne, depuis l'Iliade et l'Odyssée jusqu'à nos jours. Un livre qui me semble prophétique et assez simple à lire, même pour les plus jeunes militants, mais qui structure bien les choses. Ensuite, Saint-Loup, puisqu'on parlait de lui, pour moi, La nuit commence au Cap Horn et face nord. D'accord. Patrice Charnel, Cycle de la montagne, La nuit commence au Cap Horn, parce que c'est une merveilleuse histoire où on voit comme quoi le mondialisme religieux et mercantile de l'époque va totalement anéantir un peuple en le déracinant, en le privant de sa terre, de ses coutumes, de ses traditions, en l'enfermant et en essayant de transformer des hommes libres en esclaves. Face Nord, qui est pas forcément un roman facile d'accès, mais une fois qu'on est rentré dedans, après ça part tout seul. Et un très très bel exemple, sans doute un des romans les plus nietzschéens dans les romans sur la montagne de Saint-Loup, à mes yeux. Et parmi les auteurs de la tradition, évidemment, on a évoqué Evola. Alors c'est vrai que La révolte contre le monde moderne est un gros livre qui clairement n'est pas abordable sur une première approche. Éventuellement d'autres titres peut-être. J'aurais tendance à dire Les hommes au milieu des ruines, qui, si on peut dire ça, condense un petit peu de ce qu'on retrouvera en plus développé dans Révolte. Méditation du haut des cimes, qui est un très bel ouvrage également. De réflexion, un très bel ouvrage, une très belle ouverture sur la philosophie, sur la spiritualité la plus profonde de nos peuples. Jean Mabir disait à propos de Révolte contre le monde moderne que quand on avait refermé ce livre, aucun militant ne pouvait se rendormir. C'est pas faux. C'est vrai. Ne serait-ce que parce qu'il faut le relire. Tellement c'est riche et intense, c'est vrai. Donc là, on doit en être à 5 ou 6 titres. Du point de vue historique? Puis-je le dire, il n'y a pas de censure sur vos ondes, je crois. Non. Il y a un ouvrage important pour moi sur un plan militant, qui est un petit bouquin qui s'appelle Combat pour Berlin, donc qui se situe dans les années 30. On va voir comment les partisans d'un tout jeune parti parviennent à conquérir la ville. Et une belle leçon de militantisme. Et à la reprendre au Parti communiste. Un peu même époque, Les Réprouvés de Salomon. Très 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 bel ouvrage. On peut d'ailleurs relire le Balticum de Vénère sur cette extraordinaire aventure qu'ont été les corps francs. D'accord. Et pour un dernier titre pour finir sur la période actuelle. Pensée corsaire de notre ami Gabriele. Tout à fait. Sans aucun doute, l'ouvrage militant par excellence à lire actuellement. D'accord. Tout y est, tout est expliqué. Et voilà. Bon, je crois que maintenant tout le monde a ses petits devoirs de vacances. Je rajouterais pour se laver de la vieille extrême droite de papa et de la réaction Les décombres de Robatet. Aussi. J'approuve. Comme nous vous l'avons dit en début d'émission, donc nous allons faire relâche pendant un mois. Nous nous retrouvons début septembre. Ceci étant, vous pouvez évidemment retrouver les émissions de cette année sur notre site, donc www.méridien0.oeffort.com, où vous retrouvez évidemment toutes ces émissions en podcast.
Nous saluons tous, nous souhaitons évidemment de bonnes vacances, studieuses si On se possible. retrouve à la rentrée. Et on se retrouve à la rentrée. Et n'hésitez pas à faire de la promotion pour notre radio. Au revoir à tous.